Moi, j'ai une devise, c'est que je me prends pas la tête quand je peux pas changer les choses. C'est pareil dans le monde du handicap, voilà. Il y a un moment, soit vous vous dites « Oh, il va se passer ça », et en fait, on n'avance pas. Donc moi, j'avance avec mes petits pas, où va induire certainement des changements, mais moi, par exemple, ce fameux jeune de 19 ans, qui est mon fils, qui a passé, non pas l'année dernière, mais l'année d'avant son bac, c'est moi qui lui ai dit « Mais écoute, ok, c'est pas bien l'IA, enfin, je sais pas ce qu'il te raconte à l'école, mais c'est à toi de t'apprendre à t'en servir. Que tu l'utilises pas pour remplacer ton travail, c'est une chose, mais tu vois ton grand oral, tu sais quel thème tu vas prendre, tu sais comment tu vas le développer. Derrière, interroge l'IA pour voir si elle va pas t'emmener vers d'autres domaines, te faire approfondir des points, etc. Vous voyez, c'est plutôt l'utiliser comme un outil. Et je pense que si on arrive à l'utiliser comme il faut comme un outil, on sera gagnant. Enfin, pour l'instant, on a de la chance, on reste plus intelligente que cet outil. Donc tant qu'on est un peu plus intelligent, on peut en voir les faiblesses, on peut l'utiliser, etc. Ce qu'il faut pas, c'est devenir esclave et pas comprendre ce qui est fait. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Exco by Libéral Conseil. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des experts comptables et surtout m'intéresser à leur business. Dans ces épisodes de podcast, vous découvrirez des experts comptables patrons de leur cabinet qui vont parler de leur parcours, de leurs chiffres, de leur développement, de leur marge, de leur chiffre d'affaires, de leur stratégie, tout en totale transparence. Libéral Conseil, c'est un cabinet de conseil en stratégie à destination exclusive des professions libérales réglementées. Notre objectif, il est assez simple, c'est de permettre aux professions libérales d'atteindre leurs objectifs en utilisant les méthodes de l'entreprise qu'on applique à la spécificité de chacune des professions. Et concrètement, on réalise pour eux des missions de conseil stratégique et des missions de conseil opérationnel au sein de leur activité pour traiter des sujets comme le développement commercial, les parcours des collaborateurs en interne, la mise en place d'outils tels que des CRM, des ERP. On va travailler beaucoup sur la finance de ces entreprises pour augmenter les marges, augmenter le chiffre d'affaires, augmenter les paniers moyens par client. On va mettre en place des process. Bref, on intervient vraiment aux profondeurs au sein de l'activité pour faire en sorte que nos clients réussissent mieux. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez surtout pas à le partager sur LinkedIn, à vos confrères, à vos consoeurs, à vos amis, à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout à écouter le prochain. Bonne écoute. Eh bien écoute, bonjour Christelle Lyon-Gabriel, je suis ravi de te recevoir dans ce podcast. Toi tu es experte comptable, tu fêtes aujourd'hui, 1er septembre 2025, la majorité de ton cabinet puisqu'il a 18 ans, tu l'as ouvert le 1er septembre 2007. On se connaît pas depuis longtemps et d'ailleurs on se connaît pas vraiment tant que ça, on a échangé la semaine dernière et tu as une activité qui est complètement différente, en tout cas dans son mode d'exercice, des cabinets que je reçois habituellement. Nous, on est vraiment des acteurs de la performance, où on accompagne en fait les cabinets d'expertise comptable et les professions libérales dans leur développement pour aller chercher plus de croissance, des meilleurs process en interne, un meilleur recrutement. Et en t'entendant parler, et quand tu m'as raconté finalement ce que vous faisiez en interne, je me suis dit que ça serait extrêmement pertinent de pouvoir te recevoir et que tu puisses nous parler justement de cette organisation que tu as mis en interne et des salariés avec lesquels tu travailles. Et ça m'a touché à titre personnel, mais je ne vais pas dévoiler quand même ce qu'il en est, je vais te laisser la primeur de le raconter. Mais en tout cas, je suis vraiment ravi de te recevoir pour ce premier podcast filmé chez Exco by Libéral Conseil. Salut Christelle. Bonjour à toi, bonjour à tous, merci de me recevoir. Donc oui, on fête les 18 ans aujourd'hui d'un cabinet qui a une petite atypie qui emploie des personnes handicapées. Alors, est-ce que tu peux nous raconter, on va rentrer directement dans le vif du sujet, déjà la taille de ton cabinet, son chiffre d'affaires? Alors c'est une petite structure, on est entre 2, 3, 4 parfois. On doit frôler les 500 000 euros de chiffre d'affaires, je ne me rends pas très compte si c'est beaucoup, pas beaucoup. Nous, l'intérêt, c'est que moi, j'en vive bien et que tout le monde en vive bien et surtout que tout le monde soit content de venir travailler. Alors, au vu des ratios qu'on peut avoir au sein de la profession et du fameux 100 000 euros par collaborateur, on peut estimer que ce sont des bons ratios. Mais surtout, ce qui est incroyable, c'est que tu ne le fais pas, entre guillemets, avec des personnes... Désolé, hein, tu me diras si les termes que j'utilise sont les bons termes, etc. Avec des personnes valides ou avec des personnes normales, entre gros guillemets. Tu le fais avec des personnes en situation de handicap. Moi, je ne sais pas si tu le sais, on en avait parlé la dernière fois, mais je suis en situation de handicap, je ne te vois pas face à moi, je distingue ta silhouette, mais c'est tout, j'ai 1/100 à chaque œil. Et c'est aussi pour ça que j'étais content de pouvoir te recevoir, parce que j'ai toujours considéré que des personnes en situation de handicap pouvaient tenir des boutiques et pouvaient œuvrer pour le mieux-être et pour un bon fonctionnement au sein d'une organisation. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton choix et quels sont le type de personnes en situation de handicap que tu as en interne ?
Alors, je suis la maman d'un jeune autiste qui a 21 ans. C'est aussi pour ça que j'ai monté mon cabinet et je me suis mis en profession libérale parce qu'avant j'étais en entreprise et j'avais sous mes ordres 54 personnes et que ça commençait à être un petit peu compliqué de tout gérer. Voilà, et puis par ailleurs j'avais ça en tête depuis quelque temps, donc les choses se sont fait finalement beaucoup plus vite que prévu et puis donc j'ai monté le cabinet. Quand il a fallu recruter au début, j'y ai pas forcément pensé, mais quand j'ai vu en fait les difficultés déjà qu'il y avait à la scolarisation, je me suis dit que ça n'allait pas aller en s'améliorant et donc c'est là où j'ai ouvert le cabinet aux personnes handies. Je prends des personnes handies, des alternants, et puis des personnes, voilà, j'ai quelqu'un qui a été greffé des poumons, j'ai quelqu'un qui a des problèmes de dos, j'ai eu quelqu'un en fauteuil roulant, des 10. Voilà, des gens très différents. La seule chose, c'est que étant maman d'un autiste, j'évite effectivement les hyperactifs et les autistes parce que j'en ai déjà un à la maison et que faut changer un petit peu. Mais sinon, franchement, j'ai plaisir à dire que c'est des personnes handies, mais dans le quotidien, ça change vraiment pas grand-chose, quoi. Le point positif, c'est avec le recul que je m'en suis aperçue, c'est qu'en fait, il y a plein de points positifs et notamment, j'ai passé une période Covid beaucoup plus sereinement qu'un certain nombre de mes confrères parce qu'en fait, ça fait déjà plus de 10 ans maintenant qu'on est digitalisé, que les collaborateurs avaient l'habitude d'avoir leur portable, de me dire ce matin, j'ai un rendez-vous à l'hôpital, je bosserai de chez moi après, ou ce genre de choses. Donc franchement, la période Covid, de ce côté-là, hein, bien sûr que, comme tout le monde, il y a eu un peu de stress auprès de nos clients, des salariés de nos clients, comment va se passer le chômage partiel, etc. Mais premièrement, nous, on n'a pas manqué de boulot. Et deuxièmement, on a rendu nos dossiers dans les délais, on n'a pas eu de retard auprès des impôts et autres, parce qu'effectivement, on fonctionnait déjà sans le savoir en télétravail ou en tout cas de façon très souple. Parce qu'en réalité, tu avais adapté les conditions de travail pour faire en sorte que toutes les personnes avec lesquelles Voilà. tu travaillais puissent travailler normalement. Tout à fait. En fait, souvent, on commence avec une personne sur un temps partiel et puis on monte petit à petit. Parce que souvent, avec les handicaps, on est quand même un petit peu plus fatigable. Donc, on commence sur un temps partiel, le temps que la personne prenne aussi en compte nos méthodes de travail, nos outils, beaucoup de présentiel au début, et puis après, il y a une confiance qui s'instaure, une méthode du travail qui se transmet, et puis voilà. T'as pas eu peur quand t'as fait ce saut-là au début ? Absolument pas. Parce que je suis absolument convaincue qu'un salarié handi est un salarié comme un autre. Donc non, franchement, aucune crainte. Je pense que j'en aurais plus si effectivement je passais avec des gens qui ont des handicaps psychiques du type autisme. Mais enfin, voilà, à part une légère fatigabilité, moi j'ai des gens qui sont contents de venir bosser, qui font pas, entre guillemets, d'histoire, c'est pas très gentil ce que je dis pour les autres, mais voilà, oui, après il y en a qui font un peu la tête ce jour-là parce qu'ils ont mal ici ou mal là, mais finalement comme tout le monde. Je peux avoir des salariés qui ont des problèmes de maladie, ouais, comme tout le monde, hein, donc finalement, c'est plutôt des choses positives que j'en ressors. D'accord, donc ça c'est sur la production et sur le volet client, pareil, aucune inquiétude, aucune Alors, difficulté. il y en a juste un qui m'a fait une remarque une fois, donc je lui ai dit qu'il pouvait aller voir ailleurs. D'accord, donc tu es assez En fait, catégorique quand même oui, sur la... je suis assez catégorique, Okay. mais en fait, je fais aussi partie des gens qui parfois remercient des clients. Parce que je trouve qu'ils parlent mal aux gens ou parce qu'il y a une perte de confiance ou voilà. Donc c'est peut-être un petit peu bizarre, mais je tiens à garder mon envie d'aller travailler et celle aussi de mes collaborateurs. Et c'est pas un risque, ou en tout cas comment est-ce que tu as réussi à anticiper les difficultés que tu pouvais avoir, notamment sur les congés maladie qui étaient liés au handicap de chacun des individus, pour faire en sorte en réalité que la charge de travail ne repose pas sur les autres ou ne soit pas trop intense pour les autres lorsqu'il y a une période de maladie un peu plus longue. Est-ce que ça, tu l'as anticipé comme tu as pu Alors anticiper non, la je ne l'avais digitalisation ? pas anticipé quand c'est arrivé. Généralement, c'est moi qui absorbe. Ok. Mais franchement, quand je vois comment ça se passe chez mes clients, des arrêts maladie, il y en a de plus en plus. Et c'est pour ça que je dis, finalement, ce n'est pas si différent de quelqu'un qui, dans une entreprise, qui n'a jamais eu de soucis et qui va développer un cancer, une maladie, un accident. Voilà, donc franchement, pour moi, il n'y a pas de question. Ok, voilà. Très clair. On va laisser ce volet handicap pour le moment et on va se concentrer concrètement sur ton activité. Donc, tu es maman d'un enfant qui est autiste et qui a 21 ans aujourd'hui. Quand tu décides de créer ton cabinet au 1er septembre 2007, avant ça,
Tu étais salarié, tu dirigeais 54 personnes. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce que tu faisais? Alors, j'étais DAF adjoint d'un grand groupe d'assurance qui s'appelle Grâce à Voix. Ok. Ça me turlupinait de me mettre en profession libérale, même si on n'avait pas encore de diagnostic pour mon fils. J'étais enceinte du deuxième et en fait, dans une filiale, dans une société qui a 180 filiales, on travaille avec des experts comptables et des commissaires aux comptes. Donc j'ai commencé à interroger des gens avec qui, et des professionnels, experts comptables, commissaires aux comptes avec qui j'avais l'habitude de travailler. Et en fait, j'ai eu la chance, en fait, j'en ai parlé à 3 en disant, tiens, peut-être que je vais m'installer, ça sera un peu plus simple, etc. Et en fait, j'en ai parlé à 3 personnes et j'ai eu la chance d'avoir en 24 heures ou 48 heures 2 propositions d'association. Voilà. Donc je me suis dit, tiens, je vais peut-être pas attendre que le deuxième naisse et le deuxième soit à l'école, puisque c'est ce qu'on me conseillait, c'est que le petit dernier soit scolarisé pour que ce soit un peu plus simple. Ouais. Et finalement, le troisième m'a offert une formule qui me convenait bien, qui était de créer ma société, qui m'héberge et qui travaille avec moi, et puis on verrait si on s'associait, parce que faire 10 ans de grande entreprise, c'est pas la même chose que d'aller chercher des clients, que de se faire payer, etc. Donc j'ai posé un congé pour création d'entreprise dans ma société. Ok. Le président, qui était Patrick Lucas, m'a dit, écoutez, je vous remercie de votre correction, etc. J'ai beaucoup apprécié de travailler avec vous, donc il m'a laissé des conditions incroyables, puisqu'il m'a laissé mon ordinateur, mon téléphone, mon véhicule de fonction, pendant 1 an. Pendant le temps du congé. Donc j'ai eu vraiment les conditions idéales pour démarrer. Dans la société où j'étais, je leur ai fait savoir que je créais cette activité. Et du coup, j'ai, dans d'autres domaines, informatique ou 2 ou 3 salariés de Grâce à Voix qui m'ont dit, moi je pensais, je saute le pas avec toi. Donc j'ai eu rapidement des premiers clients aussi. Donc voilà, après, oui, il a fallu se mettre à faire du commercial, là où je reste pas très bonne, je le reconnais. Voilà, et puis il a fallu prendre la casquette chef d'entreprise. J'ai aussi eu le plaisir de faire la Performance Academy auprès de l'Ordre, qui nous recadre un petit peu justement sur ce qu'est chef d'entreprise, reparler des notions de performance et de rentabilité, de réorganisation un petit peu. Donc c'était assez intéressant aussi de ce côté-là. Et donc si on se replonge à ce moment-là, parce que c'est le cas en fait chez tous les professionnels libéraux réglementés, c'est qu'en réalité, qu'on soit avocat, notaire, expert comptable, CGP, administrateur judiciaire, commissaire de justice, etc., on passe en fait dans de très bonnes écoles, majoritairement des universités ou des facultés françaises. Et en fait, on apprend la technique, exclusivement la technique. Et on n'apprend pas justement les compétences nécessaires pour devenir chef d'entreprise. Donc la stratégie d'entreprise, le pilotage de la performance, la communication, le marketing. Comment est-ce que toi, du coup, tu t'es projeté par rapport à ça? Comment, avant de faire la Performance Academy, tu as monté ton projet et tu t'es dit que ça allait bien se passer? Alors, au début, de toute façon, j'étais toute seule. Ouais. J'étais en congé pour création d'entreprise, donc j'avais 1 à 2 ans pour me rendre compte si ça allait me plaire, marcher ou pas. Donc ça a finalement assez rapidement marché. Pendant 18 ans, je dirais pendant quasiment 15 ans, j'ai fait que de la croissance par le bouche à oreille. Ok. Et puis donc, c'est vrai que depuis 3-4 ans, l'Ordre nous alerte sur le fait de trouver des nouvelles missions, sur le fait d'un peu de nous structurer, voilà. Donc j'ai écouté cette alerte. Je suis les ateliers de la transformation, certainement que Virginie, quand elle est venue vous voir, vous en a parlé. Ouais. Ce qui est assez intéressant. Après, il faut concrétiser, c'est là que c'est le plus dur. C'est comme la formation, etc. Donc il y a plein de domaines où on sait qu'on n'est pas encore très bon. Moi, je considère que tant que je vis correctement, que j'ai plaisir à aller travailler, j'ai tout gagné. J'ai pas... Quand j'ai monté mon cabinet, j'avais une consoeur qui a monté à peu près en même temps. Elle, son but, c'était d'avoir un nouveau salarié tous les ans. D'accord. Elle le remplit et elle en est tout à fait heureuse. Moi, c'était simplement d'avoir un équilibre vie personnelle et vie professionnelle. C'est vrai qu'il y est, puisque je fais partie des peut-être cabinets où il est rare qu'après 18h30, il y ait quelqu'un, moi la première. Quand je dis 18h30, c'est même plutôt 18h. Peut-être 1 ou 2 samedis, dimanches dans l'année où moi je travaille, justement pour pallier parfois à certaines absences, notamment en période fiscale. Mais on garde un rythme. Peut-être que j'ai beaucoup souffert, comme beaucoup de confrères, quand on a fait nos stages d'horaires complètement délirants, etc. Et en tout cas, je suis convaincue qu'on est tout à fait performant en travaillant 7-8 heures dans la journée ou 9 heures, et qu'au bout de 12 ou 13 ou 14 heures de travail, on commence à l'être beaucoup moins. J'en suis parfaitement conscient également. Et donc,
Tu t'es dit que tu allais te développer au bouche à oreille. Concrètement, comment est-ce que tu as fait si tu devais donner un petit peu ta méthode, tu as fait quoi pour te développer avec le bouche à oreille? Comment tu t'es fait connaître? Comment tu en as parlé autour de toi? Et comment tes clients t'ont amené d'autres clients? C'est surtout ça, c'est surtout mes clients qui m'ont amené d'autres clients parce qu'ils étaient, je pense, satisfaits de mes services. Moi, je considère que je suis petite et que du coup, je dois être réactive et que je dois répondre aux demandes de mes clients. On est une petite structure, on n'a pas de mail, par exemple, en souffrance depuis plus de 24 heures, c'est pas admissible. Même quitte à écrire au client qui m'interroge pour quelque chose, de lui dire « je suis en déplacement 2 ou 3 jours ». Si ça peut attendre, je vous rappelle, et les clients savent que je les rappelle. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc, c'est vraiment réactivité, vraiment s'adapter aussi aux besoins du client. Alors, je vais vous faire sourire parce que je m'adapte aux besoins du client, mais en même temps, je leur dis, voilà mon outil. Et je ne peux pas me permettre de maintenir 14 outils. Donc, on peut dire à l'inverse que les règles du jeu sont fixées. Et à partir du moment où ces règles du jeu sont fixées, que tout le monde les respecte, tout va bien. Mais c'est vrai que voilà, si le client me dit moi je travaille avec ça et pas avec autre chose, soit c'est un logiciel que j'ai déjà regardé, qui m'intéresse et que j'ai envie d'essayer. Et dans ce cas-là, oui, mais sinon je dis non, malheureusement non. Par exemple, je ne vais pas prendre de pharmacie alors que je ne connais pas leurs outils, leurs spécificités, etc. Ok, et tu travailles sur quoi comme outil aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je travaille sur Full. Ok, très clair. Avec Idocus. Et ça, depuis plus de 10 ans maintenant. Donc, franchement, ça tourne pas mal à ce niveau-là. Après, c'est vrai qu'il faut rester ouvert aux nouvelles technologies, aux nouveaux outils, etc. Donc, effectivement, j'ai eu le déplaisir d'utiliser d'autres outils et je me suis dit non, je n'ai pas envie de continuer avec cela. Je reste en vigilance. Il y a un outil que j'aimerais bien essayer. Donc là, je vais utiliser les universités d'été pour leur dire recontactez-moi, etc. Enfin, voilà. Parce que, effectivement, de nos jours, on est quand même obligé, avec notamment l'arrivée de la facturation électronique qui pose quand même des questions, on est obligé de rester sur le qui-vive. On n'est plus comme il y a quelques années où on achetait un outil et on savait qu'on l'aurait toute notre carrière et voilà quoi. De toute façon, les outils vont quand même évoluer. Enfin, la facturation électronique, ça va être obligatoire pour chacun. Ils l'ont tous bien en tête. Donc, je pense que les outils vont aussi évoluer avec cette nouvelle réglementation. Et d'ailleurs, ce serait suicidaire de ne pas le faire. Enfin, de toute façon, on est obligé. Voilà, comme nous, cabinets, les éditeurs sont obligés d'être agiles. Et c'est pas si facile que ça. Donc voilà. Alors, comme je sais que tu vas me poser la question, nous, on est agile en quoi? En fait, quand je suis passée sur la performance académique, quand j'ai réfléchi à ces nouvelles missions, j'étais pas forcément extrêmement tentée par faire de la facturation de clients, de faire du recouvrement. Je suis déjà pas la reine pour faire le mien, heureusement que je prélève les clients, mais quand ça commence à pas payer, je suis la première à dire bon, faut que je les appelle, comment je fais, voilà, c'est ce qu'on disait, formation très technique, mais pas formation de chef d'entreprise. Et du coup, en même temps, j'ai passé donc ce fameux visa de durabilité qui permet d'être certificateur des rapports de durabilité. Et je suis un peu tombée dans la RSE. Et donc, en parlant avec l'équipe, en fait, effectivement, ils étaient plus tentés aussi par ce type de mission que par faire de la facturation ou du recouvrement. Peut-être qu'on a des gens qui nous ressemblent et ce n'étaient pas des gens qui étaient très à l'aise avec ça non plus. Moi, quand il faut que je fasse ma facturation, c'est un peu la corvée. Donc voilà. Donc, on a décidé effectivement d'orienter les nouvelles missions du cabinet, en plus de nos missions bien sûr classiques, de les orienter vers de la RSE, diagnostic, accompagnement, etc. Donc aujourd'hui, du coup, tu as le régalien, donc tenue de comptabilité, déclaration fiscale, réalisation des bilans annuels. Tu fais de la paye ou pas? Je fais de la paye, oui. De la paye en plus, du juridique? Juste les assemblées générales annuelles. D'accord. Donc la GOA, donc du secrétariat juridique. Voilà, un petit peu de secrétariat juridique. Et puis quand ça devient un peu trop complexe, j'ai l'habitude de rester en veille effectivement sur les professionnels, que ce soit de droit, d'assurance, etc. Et que quand mes clients me disent j'ai un besoin, je leur dis je peux vous accompagner, ou là non, je ne peux pas vous accompagner. Voilà des professionnels, lui j'ai déjà travaillé avec, lui je ne l'ai jamais travaillé avec, mais il m'a fait bonne impression, et de donner 2 ou 3 cartes de visite au choix du client de voir comment il veut faire. Très clair. Donc tu as finalement 4 de tes missions qui vont être des missions récurrentes sur lesquelles tu vas pouvoir prélever, et des missions qui ne le sont pas, que sont les missions RSE. Aujourd'hui, tu as combien de clients au global au sein du cabinet ?
On doit être à 60 à peu près. Ok, 60 clients pour un total de 500 000 euros de chiffre Oui, d'affaires. après, il y en a qui ont plusieurs sociétés, enfin, vous connaissez ça aussi. Bien sûr. Mais voilà. ce qui fait des paniers moyens pas mal, hein, parce qu'on est sur des paniers moyens qui On est sont sur aux un alentours panier de à 8 000 3... euros, entre Alors, 7 et 8 000 non, on a un panier... Enfin, par client. ouais. Si on a 60 clients et 500 000 euros de Ouais, chiffre d'affaires... mais en fait, on a des clients sur qui je vais aller facturer 20 ou 30 000 euros par des missions un peu exceptionnelles dans l'assurance notamment. Et puis après, un client moyen, c'est entre 3 et 5 000, quoi. Ok, très clair. Donc un panier moyen à 7-8 000 quand on prend la globalité du chiffre d'affaires, Voilà. mais quand on isole un segment particulier, on va être aux alentours de 3 à 5 000 euros. Bah, ayant cette spécificité assurance avec un plan comptable différent, des problématiques différentes, effectivement, là, on peut facturer plus de la technique. Je comprends. Donc, je voulais en venir à ce point-là. Donc, tu as une petite structure, mais en même temps, tu as une structure qui est nichée. C'est-à-dire que tu as une structure qui se dédie à l'assurance et au secteur assurantiel, ce qui fait que tu es plus visible que les autres cabinets et que du coup, tu sors de la mêlée puisque tu as choisi de prendre un secteur d'activité particulier. Est-ce que ça vient de ton ancien job? Je suppose que la réponse doit être probablement oui. Et pourquoi tu as décidé de continuer dans cette voie particulière? Alors oui, ça vient de mon ancien job pour 2 raisons. La première, c'est que également, quand j'ai monté mon cabinet, au sein de mon ancienne entreprise, on travaillait avec Francis Lefebvre. Et Francis Lefebvre m'a sollicité, à l'époque on passait même un test pour devenir formateur chez eux parce que j'avais des connaissances fiscales, assurance qu'ils recherchaient. Donc ils m'ont fait passer un petit test qui s'est bien passé. Donc je suis devenue formatrice chez eux, notamment sur quelque chose qu'on appelle la taxe sur les conventions d'assurance, qui est vraiment très spécifique. Et puis du coup, comme ça se passait bien, ils m'ont fait travailler pas mal d'années, ainsi que AF2A, qui est une société de formation dans le monde de l'assurance. Maintenant, je le fais quasiment plus parce que quand je sors d'une journée de formation, je suis littéralement lessivée. Puis derrière, il faut quand même assurer le cabinet. Puis comme vous pouvez voir, j'ai des cheveux blancs, donc je prends de l'âge et ça commence à être un petit peu difficile. Donc je le fais vraiment très ponctuellement quand ils ont vraiment un besoin très technique, voilà. Mais sinon, non, je ne sais pas très bien communiquer. C'est certainement, là encore, le lien de la formation. C'est-à-dire qu'en fait, quand on nous a parlé de ces nouvelles missions, grosso modo, voilà, je suis à 10 ans de la retraite, je me suis dit, bon, bah, ok, ils nous disent nouvelle mission, 8-10 ans, bah, soit finalement, mon cabinet réduit petit à petit d'activité, perd son chiffre d'affaires, puis meurt de sa belle mort. Et puis voilà. Et puis à un moment, je me suis dit, bah non, parce qu'il y a quand même des gens qui comptent sur moi derrière, des salariés. Donc je vais sortir de ma zone de confort et je vais effectivement structurer des produits, faire du marketing, c'est peut-être pas le terme, mais essayer de communiquer sur le sujet. Certainement que je m'y prends pas forcément de la meilleure façon parce que j'ai pas eu les formations, mais en tout cas, voilà. Je suis un bon élève, entre guillemets. J'ai vraiment pris la décision de sortir de la zone de confort et j'y suis dedans. Donc voilà. Mais sortir de la zone de confort tout en étant très raisonnable, puisqu'effectivement, je garde mes clients classiques dans la prestation de services, dans l'assurance. Et je continue aussi à développer dans ce sujet-là. Et comme on en parlait en préambule, avec aussi donc des clients dans la prestation de services tout à fait classique, dans l'assurance, dans le courtage d'assurance, des agents d'assurance, mais aussi des gens, des handis qui n'arrivent pas à trouver de travail et qui se disent je vais me mettre à mon compte parce que je peux plus gérer un emploi du temps compte tenu de mes difficultés de mon handicap, ou des aidants. Alors ça, c'est plus parce que je suis aussi dans le monde du handicap. Et donc, j'aide des associations. Je suis commissaire à la maison départementale des personnes handicapées. MDPH, donc, je côtoie la fameuse MDPH que tout le monde adore. Je trouvais que ça marchait mal. Donc, je me suis dit, tiens, allons voir pourquoi ça marche mal. Et ça marche mieux? Pas du tout. Mais je sais pourquoi non. C'est surtout que du coup, ça me permet d'aider les familles. Okay. Je travaille pas mal au niveau justement des enfants et donc ça m'aide à faire les dossiers ou à défendre les dossiers en termes de scolarisation, en termes de financiers, etc. Donc c'est plus pour ça. Il me reste un petit temps entre minuit et 2h du matin. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Mais quand est-ce que tu dors avec ça? Mais dans les fêtes, voilà, vous accompagnez des gens ou vous côtoyez des gens d'associations qui, il n'y a pas de hasard, généralement ont un enfant ou un proche. Et du coup, cet enfant grandit, et puis c'est bon, je vais reprendre une activité, oui, mais il y a une suspension pendant 3, 4, 5 ans, donc c'est difficile. Les gens aujourd'hui ont beaucoup d'idées de... En fait, je pense que pendant quelques années, les gens, leur but, c'était d'être fonctionnaires. Et aujourd'hui, les gens, leur but, c'est d'avoir un équilibre vie professionnelle et vie personnelle, et ils pensent qu'ils vont y arriver très bien, justement, en devenant entrepreneurs. Donc il y a aussi cette partie de clientèle qui se développe, et là c'est pareil, il y a uniquement le bouche à oreille. Je suis absolument nulle en réseaux sociaux, d'ailleurs je ne suis pas par LinkedIn,
Et vraiment, ça reste le bouche à oreille ou effectivement, certainement le podcast d'aujourd'hui. J'espère. Si on revient sur votre activité, enfin sur ton activité, pardon, la distinction entre le chiffre d'affaires que tu réalises sur le volet expertise et sur le volet RSE, est-ce qu'aujourd'hui le RSE ou la RSE a pris une place importante dans ce chiffre-là ou pas encore comme tu aimerais ? Non, pas encore comme j'aimerais. Aujourd'hui, j'ai pu vendre cette mission auprès de clients actuels parce qu'ils me font confiance et qu'ils y voient aussi un intérêt. Moi, je suis profondément convaincue qu'on peut être chef d'entreprise, qu'on peut gagner sa vie, qu'on peut être performant et qu'on peut s'inscrire proprement dans la société, dans l'écologie. Enfin, je ne suis pas du tout une écologiste, voilà. Très honteusement, ça m'arrive de prendre des bains. Alors, je sais qu'il ne faudrait pas le dire, mais... Shame on you. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on peut, se lever simplement le matin et se dire... je vais pas écraser des gens, je vais pas écraser des clients, des fournisseurs, je vais pas... je vais faire en sorte que les choses se passent bien et d'assurer à ma petite échelle un avenir quelque part où me dire, quelque part si je veux rire, mes enfants pourront pas me reprocher de leur avoir salopé le terrain, même si je suis bien consciente, comme mon action auprès de la MDPH, que c'est pas moi qui vais changer le monde. Cette étape-là, on l'a peut-être à 20, on l'a peut-être à 30 ans, mais voilà, je pense que c'est par des petits pas. Et j'ai la chance d'avoir réussi à convaincre 2 clients. Maintenant, il faut convaincre à l'extérieur. Et ça, c'est là aujourd'hui où peut-être je sais un peu moins bien faire et peut-être que le marché n'est pas encore tout à fait mature. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un domaine où il y a presque plus de consultants qu'il y a de clients. Mais je reste convaincue qu'avec cette étiquette d'expert comptable, de certificateur de rapport de durabilité, on n'a pas à discuter de notre compétence, même si elle est encore en train de se créer. Je ne suis pas en train de dire qu'on sait tout faire. Demain, j'ai quelqu'un qui vient me former sur l'éco-conception en matière de prestation de services. Ce qui peut être un peu antinomique. Moi, j'avais éco-conception, je me disais, chouette, mais je n'ai pas de clients dans l'industrie. Moi, j'ai que des prestataires de services et de l'assurance. Et donc, on va voir ce que ça peut donner et comment on peut initier les choses au sein du cabinet dans un premier temps, chez ces clients qui m'ont fait confiance, et puis à l'extérieur. Et ça, par exemple, le bouche à oreille va être compliqué sur ce genre de choses, parce que, par essence, il y a quand même des seuils qui sont fixés. Tu me l'as dit en préambule, c'était fixé à 250 sur la CSRD. On va passer à... On est passé à 1000, ouais. À des tailles de 1000, des entreprises de 1000 salariés au moins. Ce n'est pas tes clients habituels, sauf si je me trompe, mais en règle générale, les experts comptables ont des TPE et des PME comme clients. Tu l'as vendu à 2 clients sur les 60 que tu peux avoir. Donc concrètement, comment est-ce que tu vas faire pour aller chercher ces clients et justement pouvoir mettre ta petite pierre à l'édifice sur cet aspect-là ? Alors, je me suis rapprochée de banques pour leur dire « Coucou, j'existe » et justement, quand vous allez avoir vos clients PME qui veulent mettre en place ces prêts particuliers, alors c'est des prêts qui s'appellent prêts à impact, où en fait, même si c'est pour acheter un fonds de commerce qui n'a rien à voir, on va leur proposer des taux bonifiés à partir du moment où ils vont s'améliorer sur 2 ou 3 ou 4 indicateurs. Et ça va être, il y a 2 indicateurs, un taux bonifié à 0,05 et puis 3 indicateurs bonifiés à 0,20. Donc, ce n'est pas négligeable quand vous empruntez 1 ou 2 millions d'euros. Donc, je me suis rapprochée aussi de ces banques-là. Alors, ça prend du temps. C'est intéressant, ça. Ça prend du temps. En fait, il faut rentrer dans la RSE, il faut que le chef d'entreprise, ça soit du gagnant-gagnant. C'est-à-dire que si le chef d'entreprise vous dit « Moi, vous allez être un centre de coûts », c'est pas intéressant et il ira pas. On reste des chefs d'entreprise, on reste des gens qui, derrière, voulons vivre de notre activité. Donc, il faut arriver à montrer qu'il y a un gain. Donc, ce gain, il peut exister effectivement par les banques. Donc, je me suis fait connaître auprès de quelques banques. Peut-être qu'il y a des partenariats qui vont se mettre en place, mais ça prend un petit peu de temps. Je me fais connaître aussi en animant des choses autour de la RSE. J'ai animé avec une association qui s'appelle Business 92, mais ESS dans Business, qui sont les entreprises solidaires, donc dans le monde de l'inclusion, etc. On a fait aussi une après-midi un réseau goûter sur le sujet de la RSE. Donc voilà, en étant ouvert et en parlant de la RSE, de ma petite expérience auprès de mon cabinet, où on a fait un plan petit pas et un plan grand pas. Donc on a fait le plan petit pas qui est en train de se terminer, puis on va attaquer le plan grand pas, parce qu'il faut que ça reste quelque chose d'absorbable, il faut que ça reste quelque chose où les gens ont envie de se mouiller avant de rentrer dans des grandes choses. Très clair. Et comment du coup tu factures ce genre de mission ? Parce que moi je vois une opportunité immédiate,
Si en ayant un plan durabilité avec un impact, tu obtiens un taux bonifié qui peut aller jusqu'à moins 0,2 par rapport au taux que tu as, il faut calculer la durée de l'emprunt sur ce que ça peut représenter en termes d'intérêt pour voir concrètement ce qui est possible de facturer au client. Est-ce que tu fonctionnes de cette manière-là? Alors, en fait, non, je ne le fais pas comme ça. Aujourd'hui, je facture un diagnostic, déjà. Ok. Ce diagnostic, il fait quelques centaines d'euros, généralement. Un petit peu plus vraiment quand on est dans des structures vraiment plus grandes, mais on reste sur quelque chose de raisonnable. On voit sur quel indicateur on n'est pas bon du tout et sur quel indicateur on peut agir de façon simple. Et ensuite, c'est une mission d'accompagnement avec un point tous les mois. Une journée par mois, une journée tous les 15 jours, enfin selon le rythme, où je vais aller dans l'entreprise et puis on va travailler ce sujet ensemble. Ça empêche pas. En fait, c'est du pilotage de chantier, quoi. Ok, donc c'est de la gestion de projet, mais... De la gestion de projet. Moi, ce qui me plaisait dans ce que tu disais avant, mais j'ai l'impression qu'on ne le retrouve pas dans la facturation, c'est que tu disais c'est du gagnant-gagnant pour nous et pour le chef d'entreprise, et donc il faut que le chef d'entreprise il ait un impact. Moi, l'impact, je le vois dans ce que tu décris. C'est-à-dire que oui, les RSE, c'est important et c'est une bonne chose, mais il y a des gens qui y sont très certainement moins sensibles que toi. Et donc concrètement, comment on les convainc de pouvoir prendre une mission chez nous? Moi, ce que je trouve super intéressant, c'est que tu me dis, en fait, 2 millions d'euros, j'ai une diminution de 0,2 points d'intérêt sur le prêt que je peux avoir. C'est un prêt à 5 ans. Concrètement, le niveau d'intérêt qui va être payé par l'emprunteur va être à hauteur de X. Si j'obtiens ces 0,2 points de baisse de taux grâce à la mission que tu réalises, en réalité, je vais avoir ce montant d'intérêt moins 12 000 euros, moins 15 000 euros, moins 20 000 euros. En réalité, pour moi, l'impact, il est là sur ce que tu peux aller chercher. Ça, du coup, tu ne le monétises pas. Alors, je ne le monétise pas, mais tu m'en donnes l'idée. Je t'en remercie. Avec plaisir. Effectivement, moi, je restais toujours dans « il faut être gagnant-gagnant ». Donc, moi, je vais vendre une mission avec X jours, un budget moyenné. C'est-à-dire, voilà, je pense qu'il va falloir X jours et voilà comment on l'étale et voilà comment on le fait parce qu'il faut quand même quelqu'un qui fasse avancer. Souvent, en interne, il y a quand même le « j'ai pas le temps », c'est quelque chose en plus, etc. Donc, c'est devenir un peu tiers de confiance sur l'avancée de la mission. Mais effectivement, c'est une excellente idée et je vais réfléchir à cette chose-là. Moi, je pourrais le facturer ça que pourrait comme être une bonne idée. En fait, si tu veux, quand tu parles de gagnant-gagnant, quand tu me dis que tu factures des jours ou que tu présentes des jours, mais toi qui gagnes, et en fait, si tu baisses tes taux, tu perds aussi, mais ton client ne le sait pas. Ou en tout cas, le prospect ne le sait pas. Pour moi, le gagnant-gagnant, c'est le mandat d'intérêt commun. C'est si je gagne en tant que client, toi en tant que conseil, tu gagnes aussi. Si je ne gagne pas en tant que client, toi tu vas gagner un peu, parce que tu as quand même travaillé, etc. Mais tu vas gagner beaucoup moins que ce que tu aurais gagné normalement si on avait obtenu... Alors dans ma tête, c'est vraiment que le client gagne. C'est vrai, mais il faut, tu as tout à fait raison, il faut que j'apprenne mieux à le vendre. Et c'est tout l'intérêt d'avoir sauté ce pas et de sortir dans sa zone de confort, c'est d'apprendre plein de choses. Enfin, moi, même si avec le cabinet, j'apprends tous les jours, en la matière, je continue à apprendre tous les jours. Je rencontre aussi des consultants avec des profils très différents. Et c'est aussi intéressant là de voir, parce que l'idée, c'est effectivement de dire, il faut accompagner là, mais moi, je ne sais pas tout faire et loin de là. J'ai la chance d'apprendre déjà de le faire et finalement, je m'aperçois que beaucoup de confrères ont envie d'aller dans ce domaine-là, mais là encore, arriver à passer le cap de concrétiser à l'extérieur, ce n'est pas si simple que ça. Le deuxième cas sur lequel j'ai concrétisé, c'est un client qui veut vendre sa société dans 3 ans et qui me dit, je vais renforcer parce que j'ai quelques marchés publics et de montrer au niveau des marchés publics que je m'améliore, au niveau du repreneur que j'ai sécurisé un certain nombre de choses et puis on sait que c'est dans la mouvance, donc je vendrai un petit peu mieux les choses. Donc là, c'est un peu plus dur à concrétiser. Mais ce qui est important aussi quand je dis gagnant-gagnant, c'est que si je prends moi au niveau du cabinet, j'ai gagné aussi parce que ça a aussi fidélisé mes collaborateurs sur lesquels il n'y avait pas un gros turnover, mais sur lesquels il y en a un malgré tout. Avec des gens qui m'ont dit super, et qui, dans cette politique de petits pas, on s'est mis à faire plein de petites actions qui pourraient faire rire et qui sont peut-être complètement marginales, mais qui font que les gens ils sont contents en fait. Et donc rien que ça, moi alors que je ne m'attendais pas à gagner dans ce domaine-là, j'y ai gagné. Oui, ça a énormément de valeur. Ça a énormément de valeur. C'est des choses très, très anecdotiques, mais on a réduit notre consommation de papier. C'est le premier truc qu'on pense. On fait du recto-verso, on coupe les feuilles en deux. Et sur des feuilles recto-verso sur lesquelles on n'a pas des choses très confidentielles, etc., avant de les mettre à la broyeuse, j'ai une de mes collaboratrices qui m'a dit, tu sais, moi je serais assez intéressée...
Ben, en fait, est-ce que ces feuilles-là, plutôt que nous, on les réutilise, je les emmène à la maternelle de mon fils. Et du coup, elle a la banane parce que c'est la reine des mamans, parce qu'elle leur met des feuilles pour faire du dessin, quoi. Alors qu'il y a 2 ans, c'était du papier, où oui, on prenait vaguement en brouillon, etc. Et elle est super contente, quoi. Et c'est totalement anecdotique, c'est totalement du petit pas, mais du coup, ça met bien dans ses baskets. Et c'est quoi les grands enjeux que tu as aujourd'hui? Donc, tu nous as dit que tu partais à la retraite dans une dizaine d'années. Tes enjeux actuels et les enjeux que tu aimerais bien traiter dans ces 10 prochaines années, c'est quoi? Alors, je suis un peu en stand-by parce que moi, je n'avais pas forcément dans l'idée de faire ce qui risque peut-être de se passer. C'est que j'ai un fils qui a 19 ans, le dernier, et qui m'a dit « Maman, je vais être expert comptable comme toi. » Et sur lequel j'ai pensé « Oh mon Dieu, non !» Et je me suis dit « Je vais faire de la discipline positive. » Donc, je lui ai dit « Mon chéri, tu feras ce que tu veux. Tu as cette chance. Je vais te prendre en stage au cabinet en me disant bah, ça va peut-être pas le passionner, etc. » Ça lui a beaucoup plu. Donc, il est rentré, là, il est en 2e année pour passer son DCG. Il a même refusé des écoles de commerce plutôt sympas qu'il avait eues parce qu'il veut vraiment devenir expert comptable. Donc, dans les faits, ça prend 8 ans. Il y a plein de choses qui font qu'il ira peut-être pas au bout, etc. Mais du coup, ça révolutionne un peu l'idée parce que je ne sais pas, voilà, c'est sûr que s'il arrive à aller jusqu'au bout, s'il garde ce souhait-là, s'il ne fait pas des rencontres qui fait qu'il deviendra DAF ou d'autres choses, peut-être qu'il reprendra le cabinet, effectivement, ça sera, voilà. Mais ça sera vraiment son choix et il n'aura aucune pression en la matière. Mais ça, c'est pas tes enjeux, c'est les enjeux de ton fils. C'est quand même les enjeux D'accord. de se dire, il faudra quand même... Enfin, c'est pas le même enjeu que de dire je vendrai le cabinet ou je le fermerai, ou voilà, que de le dire, il y a quelqu'un qui va le récupérer que je connais. Donc, c'est pas tout à fait le même enjeu quand même. Dans les faits, on verra on verra 2-3 ans de la retraite ce que je déciderai de faire ou pas. J'ai beaucoup de confrères qui vendent. Mais après, quelle sera la conjoncture dans 10 ans? Peut-être que simplement, j'aurais pas réussi à capitaliser et puis que j'aurais comme beaucoup mon chiffre d'affaires qui réduit. Mais je suis assez dubitative parce que, comme je disais, moi, je suis digitalisée depuis 10 ans. Et j'ai pas du tout constaté un euro de moins de chiffre d'affaires. Quand j'ai digitalisé, ça m'a fait gagner en productivité, ça m'a fait gagner en performance, ça m'a peut-être permis effectivement, sans me rendre compte, d'avoir peut-être des collaborateurs qui étaient moins performants. Et puis moi, je me disais, youcou, la performance, c'est la même. Quand je dis que je suis vraiment nulle en marketing et en digital, je pense que pendant à peu près 10 ans, je n'ai pas augmenté mes tarifs. Je sais, c'est horrible, mais c'est comme ça. Non, mais c'est le cas de la majorité. Où effectivement, des suite à la performance, je me dis il faut que je fasse quelque chose. Et puis, on était dans des grosses années d'inflation. Donc, voilà. Mais c'est presque moi qui en ai moins bien dormi que mes clients quand je leur ai dit que j'allais faire une augmentation pas négligeable. Et puis, finalement, à part un, ça s'est très bien passé. Ils m'ont dit bah oui, il était temps. donc, voilà. Donc, je ne sais pas si finalement la facturation électronique va vraiment, tant que ça, nous faire diminuer notre chiffre d'affaires. On verra bien, en tout cas on s'y prépare. Et puis voilà, on a des gens à l'ordre qui réfléchissent, qui nous filent des outils. Donc, Moi, c'est pas tant la facturation électronique qui me fait peur en réalité, c'est plusieurs activités. C'est les plateformes digitales qui permettent la gestion des flux de comptabilité en lieu et place d'un collaborateur comptable, sans le conseil, sans la qualité de service, mais avec des plateformes qui sont plutôt bien faites et de l'information qui vient en temps réel. Et ce qui m'embête avec ça, c'est la captation du flux, c'est-à-dire que toutes les missions annexes de l'expert comptable dont on parlait, la paye, les AGOA, enfin les assemblées générales ordinaires annuelles en fin d'année, le secrétariat juridique, les missions de dashboard et d'autres types de missions qui sont en réalité faisables parce qu'on a le client et parce qu'on a la comptabilité, il y a de grandes chances que dans les prochaines années, elles s'amenuisent de façon drastique. Et l'autre aspect, moi, qui m'inquiète un petit peu, mais sur lequel il y a toujours, à chaque fois, il y a des inquiétudes d'un côté, mais il y a beaucoup d'opportunités aussi de l'autre, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle appliquée à l'écriture comptable et au domaine bancaire. Où là, en réalité, on va avoir des changements qui vont être forts, ce qui ne veut pas dire que ce ne sont pas de bons changements, mais il va y avoir des changements forts. Alors, c'est clair qu'il va y en avoir. Moi, j'ai une devise, c'est que je ne me prends pas la tête quand je ne peux pas changer les choses.
C'est pareil dans le monde du handicap. Voilà, il y a un moment, soit vous vous dites oh, il va se passer ça, et en fait, on n'avance pas. Donc moi, j'avance avec mes petits pas. Oui, il va y avoir certainement des changements. Oui, l'IA va induire certainement des changements, mais vous avez aujourd'hui quelqu'un dans justement ces plateformes qui communique beaucoup, qui fait beaucoup d'avant-vente, et j'ai un de mes clients qui m'a demandé de travailler dessus, et en fait qui aujourd'hui se vante, je crois, d'avoir genre 250 000 factures traitées par l'IA, etc. Et en fait, quand vous rentrez dedans, il n'y a absolument pas d'IA. Il y a même, c'est même pire que tout, c'est qu'en fait le fournisseur vous avait dit il y a un taux de TVA à 20%, qui reconnaît qu'un total et qui va mettre un taux de TVA à 20% même s'il n'y en a pas sur la facture. Alors qu'ils communiquent, nous on utilise l'IA, etc. Ils n'utilisent même pas l'OCR en fait. Donc oui, il va y avoir des choses. Oui, c'est à nous de rester agile. Et c'est quand même une difficulté parce que justement, on est des petits cabinets. Moi, l'IA, je la regarde et je la suis. Ouais. Mais les fois où je veux m'en servir, je suis un petit peu formée, mais pas tant que ça, ce qui fait que j'arrive jamais à trouver le truc bien propre, bien sécurisant, etc. Et que je n'ai pas le temps ni les moyens aujourd'hui d'aller chercher comment faire ce prompt-là, etc. Et j'ai pris une mission là dans le monde de l'assurance d'évaluation d'un portefeuille. Et je me suis dit, chouette, je vais prendre les bordereaux des compagnies, je vais te mettre ça dans l'IA, anonymiser, etc. Ça m'a pris un temps non négligeable d'anonymiser. Et en fait, je n'avais pas des données fiables, donc j'ai fini par le faire un peu à la fin, mais en ayant perdu un certain temps qui a beaucoup moins rentabilisé la mission. Bon, c'est pas grave, j'ai de la chance parce que du coup, je vais avoir un nouveau client, mais c'est pas très grave. Mais c'est cette IA, oui, mais... Moi, par exemple, ce fameux jeune de 19 ans qui est mon fils, qui a passé, non pas l'année dernière, mais l'année d'avant son bac, c'est moi qui lui ai dit, mais écoute, ok, c'est pas bien l'IA, enfin, je sais pas ce qu'il te raconte à l'école, mais c'est à toi de t'apprendre à t'en servir. Que tu t'en serves pas, que tu l'utilises pas pour remplacer ton travail, c'est une chose. Mais tu vois ton grand oral, tu sais quel thème tu vas prendre, tu sais comment tu vas le développer. Derrière, interroge l'IA pour voir si elle va pas t'emmener vers d'autres domaines, te faire approfondir des points, etc. Vous voyez, c'est plutôt l'utiliser comme un outil. Et je pense que si on arrive à l'utiliser comme il faut, comme un outil, on sera gagnant. Enfin, pour l'instant, on a de la chance, on reste plus intelligente que cet outil. Donc, tant qu'on est un peu plus intelligent, on peut en voir les faiblesses, on peut l'utiliser, etc. Ce qu'il ne faut pas, c'est devenir esclave et pas comprendre ce qui est fait. Enfin, ça n'est que mon point de vue. Voilà. Je partage à 100%. Mais ça restera, quoi qu'il arrive, un outil, avec un outil qui devient quand même de plus en plus fort, parce que là où on était sur la création de réponses générées grâce à de la connaissance et une forme de réflexion artificielle, on est en train de passer à de la production. C'est-à-dire que maintenant, on est capable de connecter ces moteurs de recherche, enfin, ces moteurs de réponse à des outils. Concrètement, si je connecte ta boîte Outlook ou ta boîte Gmail à une IA, je peux définir des scénarios selon lesquels tu vas avoir des réponses qui vont être soit directement envoyées à la personne qui t'émet le message, soit qui vont être préparées en brouillon pour faire en sorte de fluidifier au maximum ton travail. Et donc, il y a des vrais gains en termes de productivité et d'efficacité. Et là, la question qu'on peut se poser, c'est comment rester compétitif et performant lorsqu'on est des petites structures et qu'on n'a pas les moyens de pouvoir se développer sur ces sujets-là, versus des structures qui vont le faire. C'est d'ailleurs le pari et la réflexion des fonds d'investissement qui arrivent sur le secteur de l'expertise comptable, pour n'en citer que deux, Numéris et Archipel, qui se disent mais en fait les petits doivent se rassembler pour faire en sorte d'avoir les moyens de grands pour réussir à subsister et à survivre. C'est une réflexion intéressante. Je ne dis pas que c'est la bonne réponse, tout à fait. Non. Mais en tout cas c'est une réflexion qui est très intéressante. Mais je pense qu'on aura aussi des éditeurs, des prestataires qui vont aussi s'ouvrir au marché des petits cabinets, puisqu'on est quand même une majorité large de petits cabinets. Donc je pense qu'il faut rester en veille, il faut capter tout ce qu'on peut capter d'une façon ou d'une autre, mais de se rendre malade en se disant qu'est-ce qui va se passer, ça ne fait pas avancer les choses. Voilà, c'est peut-être que je me trompe et puis voilà, mais en tout cas, voilà, c'est d'avancer en restant vigilant. Moi, je m'en sers très bien pour organiser mes vacances. Je m'en sers très bien quand j'ai testé l'outil et que j'ai découvert justement comment traiter les troubles de comportement chez un autiste. Je me suis dit, mince, j'aurais eu ça il y a 10 ans, ça m'aurait vraiment aidé avec mon fiston. Mais voilà, je pense que ça reste un outil sur lequel il faut être ouvert.
faut pas en avoir peur et il faut avancer avec, mais effectivement à la hauteur de nos moyens. Je vais pas aujourd'hui prendre prendre un salarié qui va me faire des prompts toute la journée, ce serait ça n'a aucun sens. Totalement sans sens. Je vais pas prendre un data analyst non plus. Non. Mais effectivement, alors après, il y a aussi des coopératives, il y a entre professionnels, il y a aussi, moi j'en fais partie d'une, qui nous permet effectivement, voilà, d'avoir en commun des Naviswan, des outils, etc. Peut-être que ça passera par là, peut-être qu'il y a des éditeurs qui vont travailler plus avec des petits cabinets en disant je vous offre des prompts ou voilà. Je pense qu'il faut rester ouvert, il faut rester à l'écoute. On va progresser, ça va pas non plus, ça avance très vite, mais ça va pas non plus se faire du jour au lendemain. Puis je vais taquiner, mais on a la chance d'être en France avec des législations dans tous les sens, avec plein de niches, avec plein de trucs, voilà. Et donc on aura toujours certainement. Moi, une fois, j'ai une cliente comme ça qui est venue me voir en disant « Mais vous m'avez conseillé tel type de société, ça va pas du tout parce que ma coiffeuse m'a dit ça. » Je pense qu'on en gardera encore quelques-uns des comme ça. Tout le monde ne va pas rentrer dans l'IA aussi aujourd'hui. Enfin, je pense qu'il y a aussi des chefs d'entreprise qui ont envie d'avoir des êtres humains en face d'eux, de leur parler, mais à nous de rester vigilants sur tous ces sujets-là. Et pour le coup, je pense que l'ordre, maintenant, est très à nous informer des choses, à essayer de nous donner des outils, etc. Quand j'ai commencé, j'avais plutôt l'impression que l'ordre, c'était quelque chose à qui je faisais un chèque une fois par an. Et qui voilà. Aujourd'hui, il y a sur la facturation électronique, alors peut-être qu'il y a trop de choses et qu'on n'est pas au courant, mais la facturation électronique, il y a aussi pas mal de choses qui sont mises en place. Moi, je suis dans les comités durabilité de l'Ordre des experts comptables Île-de-France et de l'Académie de Versailles, donc aussi pour proposer des outils aux confrères. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a des structures qui sont là aussi pour nous aider. Peut-être avant, on parlait que ça n'aidait que les grands cabinets, peut-être un peu moins maintenant. Donc, il faut aussi savoir écouter ce qu'ils nous disent et s'ouvrir. Mais moi, je ne suis pas en train de me dire je ne vais pas dormir parce que mon chiffre d'affaires ne va pas. On me dit pensez à faire des nouvelles missions. Voilà, on a construit un projet avec l'équipe autour de la RSE. Ça marchera dans 1 an, dans 2 ans. Peut-être qu'on est un peu en avance. Ça marchera peut-être un petit peu plus tard. Mais en tout cas, là encore, vraiment, ce qui est important, c'est d'arriver à quelque part performer, en tout cas arriver à avoir un équilibre vie professionnelle, vie personnelle, arriver à avoir des gens qui sont contents de venir travailler, avoir plaisir à voir ses clients. Alors, on n'est pas dans le monde de oui-oui, des fois j'ai des clients qui me saoulent, comme tout le monde, faut peut-être pas le dire, c'était peut-être pas le lieu, si, c'est vrai. Mais voilà, qui me font ronchonner, qui me font râler, parce que sinon on ne serait pas français. Mais au global, c'est d'être bien dans ses baskets, voilà. Trop chouette. Et ça va être notre mot de la fin, parce que c'est, je trouve, une belle conclusion. Christelle, je te remercie pour le temps que tu m'as accordé, d'avoir partagé ton histoire, la vie de ton cabinet, ses singularités, que ce soit sur la RSE ou sur le fait de recruter en interne des personnes qui sont en situation de handicap, et pour tout ton engagement, que ce soit au niveau de l'Ordre des experts comptables ou au niveau des associations pro-handicap et de la MDPH. Je trouve qu'au-delà d'être une bonne experte comptable, tu es aussi une bonne personne. C'est adorable, merci de l'invitation, et puis à une prochaine. À une prochaine. Salut Christelle. Au revoir.